Bonjour à tous, bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à l'aide de Djeli, d'écrivains, d'historiens. Je m'appelle Askia, je suis né en France, afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous souhaitez savoir quoi transmettre à vos enfants et aux générations futures, vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, Jelia. Hamza Boukari Yabara, bonjour. Bonjour. Le projet Djelia vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à travers donc des Djeli, des historiens, des écrivains comme toi. Euh, et donc, dans ce cadre-là, il s'agit de remonter, je dirais, le plus loin possible, mais remonter à ce qui nous paraît, ce qui a le plus de sens. Et sur le plan chronologique, c'est vrai que les grands empires africains est un espèce d'âge d'or pour les afro-descendants que nous sommes. C'est la raison pour laquelle dans cet épisode, c'est ce qu'on va aborder. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots qui tu es? Alors, en quelques mots, je suis Hamzat Boukari Yabara. Je suis né au Bénin, à Cotonou, en 1981. Ma mère est martiniquaise, donc j'ai à la fois des origines, entre guillemets, du continent et de la diaspora. Je suis historien de profession. J'ai un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le panafricanisme, sur la France-Afrique. Également un petit livre sur le Mali, un autre sur le Nigeria. Et quelques autres ouvrages ici ou là et pas mal d'articles scientifiques. Je suis également un militant, c'est-à-dire que je conçois vraiment l'histoire comme un outil de lutte et de combat pour transformer la réalité de nos populations, de nos communautés, de nos sociétés. Je m'intéresse vraiment à toutes les dynamiques populaires qui sont en mesure, je dirais, d'impulser une nouvelle Afrique. Donc je suis quelqu'un qui me définit comme un panafricaniste et aussi comme une personnalité épris de savoir, de connaissances, de sciences, parce que je pense que c'est par la connaissance que l'on s'en sortira. Dans ce contexte-là, je m'inscris un peu dans la lignée d'historiens comme Walter Rodney, comme Joseph Kizerbo, comme Cher Anta Diop, comme John Henrik Clarke, qui ont fait de l'histoire à la fois scientifique et populaire, qui font un travail de vulgarisation, qui font quelque part aussi un travail de sacrifice, dont le fait qu'ils n'ont pas eu la carrière académique qu'ils auraient dû avoir par le fait qu'ils ont voulu rendre l'histoire à leur peuple. Et enfin, j'essaie de m'inscrire comme une personnalité consciente qui adopte des positions à la fois radicales et mesurées. Parfois, le radicalisme est dans la bonne mesure, dans la bonne tempérance. Et enfin, dernier élément important, effectivement, je suis également un militant, donc je préside une organisation, la Ligue panafricaine Umoja, dans laquelle j'essaie d'imposer justement une rigueur dans l'analyse historique des faits qui font aujourd'hui l'actualité du continent africain et de la diaspora. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais, je pense, au devant de la scène. Nous nous observons les uns les autres, parfois nous nous battons entre nous, et en même temps, nous sommes observés par d'autres puissances qui n'ont pas intérêt à ce que nous reprenions le contrôle de notre histoire. Effectivement. Je reviens sur le panafricanisme. Effectivement, tu as écrit un ouvrage édité donc chez la Découverte, Africa Unite, qu'on abordera donc dans un second temps. Et à l'intérieur donc de cet ouvrage, tu reprends vraiment un véritable panorama des plus grands leaders de ce sujet. Donc on l'abordera plus tard effectivement. Si on doit parler des grands empires africains, de quelle manière est-ce qu'on peut aborder ça? À quand on remonte? On est à quel siècle de notre ère? Alors, la première chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'humanité est apparue en Afrique. Ça, c'est un élément fondamental. C'est important de le rappeler. Si elle était apparue aux États-Unis, on en entendrait parler tous les jours, mais nous, on ne le dit pas suffisamment. Et avant les grands empires, on a eu des grandes civilisations autour de l'Égypte, autour de la Nubie, Napata, Couche, qui ont été des points de départ d'un certain nombre de savoirs, de sciences et de techniques, également de langue et d'écriture. Et toute cette partie du continent africain où est apparue l'humanité, c'est-à-dire autour des grands lacs de la vallée du Nil, va ensuite essaimer dans le reste du continent. Et donc les empires qui apparaissent au niveau de l'Afrique de l'Ouest autour du 3e, 4e siècle sont généralement fondés par des populations qui viennent toujours de l'Est,
Dans tous les récits de construction, de fondateurs, ce sont des fondateurs qui viennent de l'Est parce qu'on est vraiment dans le circuit classique des migrations qui viennent vraiment du centre du continent et qui vont progressivement vers les littoraux, vers l'océan Atlantique et l'océan Indien de l'autre côté. Donc on est autour effectivement du 3e, 4e siècle, dans un moment où les empires et des grandes civilisations de Couche, de Napata sont en train de décliner, du fait notamment des invasions, notamment romaines. Et on va voir se constituer effectivement au niveau de l'Afrique de l'Ouest des nouvelles sociétés qui vont se fonder sur, je dirais, des similarités, euh, autant du point de vue de l'organisation sociale que du contrôle des ressources, notamment l'or. Et c'est l'or qui va être un peu l'élément central des grands empires de Ghana, de Mali, de Songhai, qui vont se constituer dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, qui réunit aujourd'hui une quinzaine de pays, de la Mauritanie jusqu'à à peu près au Niger, un peu le Nigeria, et en passant par tous les pays du littoral. Donc on est vraiment dans une unité culturelle extrêmement intéressante et qui est en même temps marquée par une forte diversité. Donc ce qui est intéressant sur ces royaumes, c'est qu'ils ont déjà cette diversité que l'on connaît aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de nos pays, on dit oui, mais on est trop différents les uns les autres. Les Sénégalais, c'est pas les Guinéens, les Maliens, c'est pas les Burkinabés, etc. Alors que quand on sort justement de ces nationalités d'aujourd'hui, ben on constate que ce sont les mêmes peuples, les mêmes familles, les mêmes communautés, que certes ce sont des langues différentes, mais ce sont des langues qui communiquent entre elles. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on remonte justement aux origines. Mais non, mais c'est tout à fait l'objet. C'est vrai que ces grands empires, on parle de grands découpages, mais ces grands empires renfermaient des royaumes. Donc forcément, ces peuples que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'ils existaient déjà? Est-ce qu'ils, comment dirais-je, est-ce qu'ils rencontraient ces mêmes difficultés de disparité culturelle, voire spirituelle? Est-ce qu'il y a une résonance dans le temps en lien avec ce que tu décris là? Alors un empire, c'est effectivement, on va dire, un royaume un peu plus puissant qui Mhm. va vassaliser d'autres royaumes. Ouais, d'autres chefferies? D'autres chefferies également. Mhm. Donc effectivement, dans le cas par exemple de l'Empire du Ghana, qui est vraiment considéré comme le premier grand empire d'Afrique de l'Ouest, Ouais. on est sur un clan, les Cissé, les Tunkara, donc on est au niveau du peuple soninké qui déjà fait son unité et qui en faisant son unité ben, constitue en fait une force politique, une force économique, une force militaire qui va lui permettre effectivement de contrôler, d'étendre son espace et de constituer un empire, l'empire du Ghana. Et donc la notion d'unité, la notion de noyau est très importante, puisque sur toute cette période, on aura deux, trois peuples qui vont garder une forme d'indépendance, notamment les Mossi et les Dogons, alors que la plupart des autres peuples vont être amenés justement à se fédérer dans des empires plus importants. Donc dans le cas du Ghana, c'est le premier empire qui se constitue donc à cette époque-là. On est un peu au niveau de la région de la Mauritanie, du Mali. Oui, Donc on est vraiment dans une région qui ne correspond pas au pays que l'on appelle aujourd'hui le Ghana, l'actuel Ghana, l'actuel Ghana, appelé effectivement, aussi qui est Gold entre, Coast. voilà, qui Oui. est entre la Côte d'Ivoire et le Togo, donc sur le littoral. Et, euh, et c'est également une organisation sociale qui va être mise en place à partir de l'Empire du Ghana, qui va ensuite se décliner dans les différents empires et royaumes qui succéderont au Ghana et qui montre finalement qu'on a une sorte comment dire, de tradition politique, d'organisation sociale, d'évolution du pouvoir, qui est propre, je dirais, à nos histoires. Et donc ça permet aussi de relativiser les débats que l'on a aujourd'hui sur la démocratie, sur les constitutions, sur un certain nombre d'éléments, et de constater que dès cette époque-là, Mhm. bah, nos ancêtres se sont organisés pour mettre en place des structures qui ont duré plusieurs siècles. Je pense que c'est très important de le souligner. Le Ghana dure du 3e, 4e siècle jusqu'au 11e siècle, donc plus de 7 à 8 siècles. Et des empires dans l'histoire qui ont duré plusieurs siècles, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est très important à rappeler. Si on prend aujourd'hui les structures qui ont vocation d'empire, les États-Unis, ça n'existe même pas depuis 3 siècles. C'est rien du tout, Mhm. historiquement parlant, par rapport à nos empires. D'accord. Qu'on regarde l'histoire de France, les empires ont des durées de vie très courtes. Qu'on regarde le XXe siècle, l'URSS, qui était un empire, n'a pas duré finalement plus d'un siècle. Donc, quand on regarde ce que nos ancêtres ont fait dans la durée,
eh bien, on se dit que ce qu'ils ont fait n'a jamais été réalisé par d'autres civilisations qui se disent pourtant supérieures. Donc ça montre bien qu'il y avait, je dirais, un ensemble de mécanismes sociaux, de métabolisme, y compris notamment dans la succession au pouvoir qui passait notamment par la matrilinéarité, qui est très intéressante à penser aujourd'hui. Alors, il y a énormément de choses dans ce que tu décris. Tu parles de longévité d'un empire. Si on le compare à aux super grandes puissances de notre temps du 21e siècle, c'est vrai qu'il y a une longévité très importante. Mais il s'agirait de se poser la question, quels justement étaient ces systèmes politiques, quelles étaient leurs économies, et tu parles également de matrilinéarité. Aujourd'hui, il est bien certain que même lorsque on parle d'empire même européen, on est plutôt sur de la patrilinéarité. Et donc là, vraiment, c'est vrai que ce sont des paradigmes que nous, contemporains, on ne connaît pas. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser de quelle manière une économie, tu as parlé de l'or, Mhm. est-ce que le Ghana tirait ses superpuissances économiques et militaires uniquement de ce minerai? Comment le système politique fonctionnait durant cette époque? Alors, sur l'empire du Ghana, Ouais, effectivement, on est dans un système déjà qui est hiérarchisé. ouais, Donc, on a un roi, le Kayamagan, qui est le maître de l'or, ouais. dans une société où on considère que seul le roi, entre guillemets, a le droit de toucher à l'or. Le maître de l'or, le roi de l'or, c'est le nom qu'il avait, le nom du souverain, D'accord. qui pouvait aussi prendre le nom parfois du peuple, donc le Ghana. Alors, très bien. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a des systèmes de royauté qui se fondent également sur le contrôle de la fécondité, de la fertilité. C'est-à-dire qu'on lie très clairement le développement démographique au développement économique, social et humain. Et donc on met l'humain avant tout. On est riche en fait du nombre qu'on est et on met en avant justement cette richesse humaine qu'on ne retrouve pas effectivement dans les sociétés occidentales où la démographie est vue de manière beaucoup plus économiciste. Mais là on est vraiment sur l'idée qu'il faut faire corps, il faut faire nombre, il faut faire famille. Ça c'est le deuxième élément et donc famille élargie. Le troisième élément, c'est que dans ce culte-là, on fait référence effectivement à des divinités, notamment le dieu serpent, qui sont garantes d'un certain ordre social et qui amènent le souverain, le roi, à être dans son peuple. Donc l'administration de la justice, dans pas mal de ces sociétés anciennes, c'est le souverain qui se déplace, qui va rencontrer les populations, qui va écouter les doléances et qui va euh, trancher. Alors que dans les sociétés occidentales, quand on regarde l'histoire des rois de France, ben c'est le roi de France sous son chêne et on vient à lui. Alors que dans nos sociétés, c'était plutôt les souverains ou les émissaires qui se déplaçaient auprès des populations pour régler sur le terrain les problèmes qui se posaient. Donc il y avait une autre conception de la justice qui explique que plus tard, on aura des sociétés qui ne produiront pas de prison jusqu'à l'arrivée précisément des réseaux de traite occidentaux qui vont construire des baraquements, des forts et introduire la notion de privation de liberté, donc d'esclavage. Un autre élément important, c'est que la succession effectivement se fait par la matrilinéarité, parce qu'on est dans du pouvoir royal, du pouvoir divin, qui nécessite d'être certain que la personne qui hérite du pouvoir est d'une lignée royale. Or, la seule chose dont on peut être certain dans une vie, c'est de quel ventre est sorti un enfant. On ne sait pas qui a planté la graine, comme on dit, mais on sait d'où est sorti l'enfant. Et par conséquent, il faut que ce soit la femme qui soit de lignée royale pour être certain que ce qui sort du ventre de la femme est de lignée royale. Et donc là, on introduit effectivement une matrilinéarité qui assure finalement la solidité, je dirais, de la transmission du pouvoir. Et lorsqu'on aura des crises dans d'autres royaumes ou à d'autres époques, ce sera souvent lié à des questions de succession. Voilà, on ne sait pas si on est toujours le fils de son père, mais on sait qu'on est toujours le frère de sa sœur. Et ça aussi, c'est des choses qui permettent en fait de réguler des problèmes qui touchent, je dirais, à la légitimité du pouvoir. Tels que les coups d'État qu'on peut connaître aujourd'hui. Tels que les coups d'État que l'on peut connaître aujourd'hui, tout sachant qu'on était dans des systèmes de royauté, et pas des systèmes d'élection, mais néanmoins des systèmes de démocratie, parce qu'il peut y avoir une royauté et une démocratie. C'est-à-dire que le roi était entouré de conseillers, de ministres, de secrétaires
il y avait une administration qui était présente, il y avait une justice qui était rendue. Et donc, on avait une possibilité pour le peuple de s'exprimer, de faire remonter ses doléances et même de contraindre, dans certains cas, le roi ou le souverain à changer de politique, voire à quitter le pouvoir. Donc, dans le cas de l'Empire du Ghana, c'est un empire qui donc part donc, du noyau soninké. Donc, dans toute l'histoire des empires, il y a toujours un noyau ou un fondateur et qui va, sur les différents siècles, en fait, s'agrandir, acquérir des territoires au niveau du bambouk, au niveau du tekour, au niveau d'un certain nombre de petits royaumes et de petites chefferies qui vont être comment dire, agrégées les unes aux autres. Et donc, va se développer une administration décentralisée avec cette idée que le pouvoir doit être représenté dans différents lieux. Et donc, on a dès cette époque-là l'équivalent de ce qui est des préfets, comment dire, des représentants du pouvoir central. Euh, L'or, puisqu'il faut parler de l'économie, est effectivement la matière la plus importante, la ressource la plus importante, avec aussi le contrôle en fait des routes transsahariennes. Et donc à l'époque, ce qui était, on va dire, l'avion d'aujourd'hui, ben, c'était le dromadaire. Et donc lorsque vous avez des dromadaires, ben, vous contrôlez l'économie marchande, vous êtes riche de vos dromadaires parce que vous contrôlez la logistique finalement de vos ressources. On trouvait également des forgerons, on trouvait également des bijoutiers, des artisans, tout ce qui était nécessaire à cette époque-là pour avancer, des bateliers, puisque à cette époque-là, le Sahara n'était pas aussi désertique qu'aujourd'hui. On avait un océan intérieur autour autour du fleuve Niger notamment, verdoyant effectivement, comment dire, une réception progressive également de l'islam qui apparaît donc autour du 7e, 8e siècle, puisque dans le cas de l'Empire du Ghana, donc le Ouagadou, très clairement, on va donner une place à l'islam dans l'architecture urbaine et dans, je dirais, la construction de l'espace, tout en préservant notamment tout ce qui relevait des spiritualités, de la forêt sacrée, de l'ancestralité. Et donc, on avait dans ces sociétés-là une capacité, je dirais, à intégrer ce qui venait de l'extérieur sans perdre ce qui faisait notre propre identité. Important. Ce moment-là, il est important. Parce qu'effectivement, je veux dire, toute nation, tout peuple a, entre guillemets, intérêt à évoluer, à partager, à apporter sa contribution. Mais là où, effectivement, ce transfert civilisationnel, il perd son sens, c'est quand, justement, on s'appauvrit, on appauvrit sa civilisation en s'alimentant de celle de l'autre. Mais comment cela se fait-il ? Parce que alors c'est peut-être un peu prématuré de le dire maintenant, mais comment est-ce que cet empire a réussi justement à s'alimenter de l'autre, à ouvrir ses portes à l'extérieur, à cette époque-là, sans perdre son âme culturelle ? Alors par le commerce, tout simplement, par le commerce. Alors la difficulté de la question commerciale, c'est que on peut ouvrir des relations commerciales, mais il faut que le partenaire soit également sur la même lignée. Et lorsque le partenaire veut prendre l'avantage, eh bien, il va utiliser justement la relation commerciale pour introduire d'autres problématiques, la question de l'esclavage, la question des razzias, la question des raids, qui vont, à partir du 9e, 10e, 11e siècle, commencer à affaiblir le Ghana jusqu'à la percée des Almoravides qui vont déclencher un raid sur Kumbi Salé, qui était la capitale de l'époque, la mettre à sac et acter finalement l'implosion, la fin de l'empire du Ghana. Avec cette idée que ceux qui venaient de l'extérieur allaient faire mieux que les locaux, les endogènes. C'est-à-dire que tous les empires qui se sont effondrés du fait d'invasions extérieures, ce sont des étrangers qui sont venus en disant « nous, on va faire mieux que vous ». Mais généralement, ils n'ont jamais été capables de comprendre les sociétés qu'ils venaient détruire ou attaquer. Et très clairement, ça a été des pertes immenses en termes de patrimoine. Et donc, lorsque le Ghana s'effondre au XIe siècle, on a une période à peu près un siècle et demi de chaos, de migration, de recomposition d'empires, dont l'un, le royaume du Soso, avec Soumaoro Kanté, va apparaître dans la région qui est l'actuelle Mali et va faire face ensuite au royaume du Mali avec Soundiata Keita, et puis il y aura la grande bataille de Kirina qui va donner un autre empire à partir du XIIIe siècle qui va se superposer progressivement à celui du Ghana. Donc là, effectivement, on est dans ton propos, là, tu es en train de nous décrire la fin
la fin d'un empire et le début d'un autre. Et qu'est-ce qui a creusé la tombe de la fin de cet empire? Est-ce que c'est justement, parce que là, Soumaoro Kanté, qui est un peu, en tout cas, l'empereur qui a vocation à asseoir sa domination sur cet empire du Ghana, et donc la venue, toute l'histoire et l'ascension de Sundiata Keita dont on va parler, ou est-ce que c'est lié justement à cet échange commercial? Parce qu'au 7e siècle, on est presque 4 siècles avant la fin de l'Empire. Là, il y a dans cette route transsaharienne qui part justement de ces territoires et qui va jusque l'Égypte. Est-ce que ces va-et-vient, avec la venue de ce nouveau commerce qui est l'esclavage, qui est un commerce à l'époque, Mhm. est-ce que tout ça, ce sont les graines qui ont creusé la tombe de cet empire du Ghana? Alors, je dirais que ce sont les graines, les failles qui ont progressivement creusé. En fait, c'est comme une goutte, hein. La goutte va tomber pendant plusieurs mois sur un endroit qui est de la pierre, puis la pierre finalement va être un peu creusée par la goutte. C'est un peu de cette manière-là que les choses se sont passées, puisque entre le 7e et le 11e siècle, il y a effectivement une coexistence avec l'islam, avec des groupes musulmans, alors parfois pacifiques, parfois pas, qui, au 11e siècle, du fait justement de l'arrivée d'un islam différent avec les Almoravides, qui est vraiment un islam de conquête, va s'effondrer sous le coup de forces militaires. D'accord. Donc la question de la guerre, elle est centrale, puisque le principe des empires, c'est qu'ils ont toujours vocation à être vaincus par plus fort qu'eux. Et donc nos empires n'ont pas échappé, je dirais, à cette loi de l'histoire qui fait que tous les empires disparaissent soit par plus fort qu'eux, soit par implosion de l'intérieur. D'accord. Un autre élément, c'est qu'on est également dans des sociétés qui peut-être n'arrivaient plus suffisamment à se renouveler, qui peut-être n'arrivaient plus suffisamment à, je dirais, construire, reconstruire ou repenser leur identité, et qui étaient peut-être à bout de souffle également. Et c'est en ça que c'est important de voir un peu la succession des empires qui vont arriver par la suite, et de bien comprendre que chaque empire qui s'élève et qui meurt plante d'autres graines qui permettront en fait à d'autres empires, d'autres royaumes de se constituer sur ces décombres-là. Donc je dirais que le Ghana, par sa longévité, a permis à d'autres empires d'exister. Je pense que si le Ghana n'avait pas duré aussi longtemps, ce premier empire, parce que c'est de cet empire-là que vont être tirées la plupart des autres formes d'organisation sociale qu'on retrouvera dans les autres empires. Les fondations. Les fondations, exactement, on n'aurait pas eu de continuité. Donc je pense que la notion de continuité historique est importante à souligner. Elle montre aussi qu'on peut être mis à terre et se relever. C'est très important parce que sur le Ghana sont nés d'autres empires qui étaient à chaque fois plus puissants sur le plan politique, économique et militaire, et qui ont à chaque fois eux-mêmes connu un déclin de plus en plus rapide, puisque la durée de l'Empire du Mali puis de l'Empire du Songhai seront à chaque fois beaucoup plus réduites que celle de l'Empire du Ghana. Donc on voit bien aussi qu'il y a un rétrécissement de la capacité à faire durer le pouvoir, à faire durer l'autorité, à faire durer ces modèles d'organisation sociale, tout simplement parce que l'Afrique est de plus en plus agressée à partir justement de cette période-là.